À présent, quand le président du CINERPA rencontre le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, accueillons Jean-Christophe Amarantinis et Renaud Muselier. Jean-Christophe Amarantinis, président confédéral du CINERPA, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président délégué de Région de France, ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères et ancien député européen. Bienvenue. Allez. Monsieur le Président, très cher Renaud Muselier, donc au nom des adhérents, je veux tout d'abord te remercier du fond du cœur. Tu es le président de la région Sud, tu es délégué de Région de France, ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères et ancien député européen. Et tu nous fais l'honneur d'être présent alors qu'on sait que tu as un agenda extrêmement chargé en ce moment. Tu es médecin, tu es directeur médical de 2 cliniques sur Marseille, tu es rodé à l'engagement syndical comme politique. Tu es, Renaud, parfaitement au fait de nos enjeux et en particulier des difficultés auxquelles nous faisons face. Et ta présence parmi nous aujourd'hui est tout à la fois un honneur, mais également un appui précieux. Alors la région Sud, que tu le saches, c'est 429 adhérents, c'est pas rien, et grâce aux 17 000 salariés que nous avons dans nos entreprises, nous accompagnons chaque jour presque 60% des personnes âgées de la région. J'en profite pour saluer notre délégué régional, confédéral, Stéphane Choreau, avec toutes ses équipes départementales, du domicile, des EHPAD, qui font un boulot considérable chaque jour sur le terrain. Et donc, comme tu le sais, Renaud, il est primordial d'avoir des relais régionaux sur les problématiques que nous rencontrons. Des relais techniques, bien sûr, mais aussi et surtout des relais politiques. Lorsque je dis relais, je pense bien sûr à toi, mon cher Renaud, car ce sont des sujets que tu connais parfaitement. La crise des vocations, on en a parlé longuement ce matin, qui se traduit par une pénurie de personnel et plus particulièrement en cette période estivale de difficultés de gestion de planning. L'attractivité, qui est bien l'un des enjeux les plus importants pour nous au sens de notre filière, avec une impérieuse nécessité de valoriser les métiers, parce que ce sont des métiers qui créent du lien, qui sont des vecteurs d'inclusion sociale, et c'est essentiel pour faire vivre nos territoires. Et une certaine nécessité de mesures d'équité avec l'application de primes de suggestion élargies au secteur médico-social et un choc d'attractivité que nous voulons avec l'application de l'avenant 33 que tu connais parfaitement puisque tu as toi-même des cliniques. On a besoin également de soulager la pénibilité de nos salariés et de renforcer les dispositifs de formation. Et d'ailleurs, je tiens à souligner sur le volet de l'emploi l'implication de notre confédération, du CINERPA, puisque nous avons créé, à l'initiative d'un certain nombre d'adhérents, toute une série de GEC, qui sont des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans différentes régions. Cette initiative, elle symbolise également un engagement sociétal et bien sûr une implication dans la vie de nos territoires. Renaud, dans le contexte politique actuel, ô combien déstabilisant, je suis convaincu que parmi tes sujets prioritaires figure celui de notre filière en général, santé, sociale, médico-sociale, qui est confrontée à une augmentation des charges et une inflation galopante. Et comme tu le sais, cette inflation, elle fragilise forcément l'exploitation et l'équilibre de nos établissements. Voilà, donc ces établissements et services qui, comme je le disais, sont si précieux pour la vie régionale, ce sont des acteurs économiques importants, ce sont des créateurs d'emplois directs, non délocalisables, et qui sont vecteurs d'inclusion, et donc forcément des créateurs de liens sociaux. Tu comprends dès lors, mon cher Renaud, que ces enjeux, qui sont également les tiens, sont pour nous incontournables à défendre et à faire connaître par le plus grand nombre, pour que collectivement nous œuvrions à relever ces défis. Et donc je suis certain que nous pouvons compter sur toi. Et je te passe la parole, mon cher Renaud. Bon, alors la question est directe, la réponse sera tout aussi directe. Oui, tu peux compter sur moi. Oui, vous pouvez compter sur moi, mais
dans le contexte actuel, qui peut compter sur qui, en fait? Tu m'as invité, Jean-Christophe, tu es un grand président d'une filière absolument fondamentale pour notre pays et bien sûr très importante pour la région. Je veux saluer tous ceux qui ont pu s'exprimer avant, que ce soit M. Corsia, que ce soit M. Perrin, mon conseiller régional qui est ici à mes côtés. Merci pour votre accueil, merci pour votre présence à Marseille. On a fait en sorte d'ailleurs, dans cette capitale régionale, qu'il pleuve un peu, comme ça vous êtes sûr de travailler. Et vous pourrez profiter du week-end dès demain, parce qu'il fait beau. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, professionnellement, politiquement, on est un peu quand même dans le brouillard. Et encore. Je suis aimable. Donc, tu as souligné, Jean-Christophe, notre proximité familiale, historique, professionnelle, qui fait en sorte que, au-delà de nos responsabilités respectives aujourd'hui, nous avons des liens amicaux profonds, importants, et je peux me permettre de dire qu'en tant que professionnel de la santé, je sais de quoi je parle. Voilà. De votre métier, de vos métiers, de votre formation, de la stabilité nécessaire, des modalités financières. Une fois que j'ai posé ça, quel est l'enjeu pour la région? Dans votre filière, 23% de seniors ici dans la population régionale, 1,1 million de plus de 65 ans, l'une des plus vieilles, des populations les plus vieillissantes de France. Est-ce que c'est parce qu'on vieillit mieux ici ou qu'il y a un microclimat, ou est-ce que le climat fait en sorte qu'on vient mieux vieillir ici? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est comme ça. Nous sommes face à un défi que nous devons affronter. 50 000 établissements estimés au sein de la filière, première région de France en dehors de Paris, 104 000 emplois salariés privés, 7,4% de l'emploi salarié privé en région, troisième rang des régions de France, c'est la masse financière, salariale, entrepreneuriale qui existe ici dans cette région, et en tant que président de région, j'ai en charge bien entendu l'économie. Quelle est la perspective qui s'offre à nous? C'est compliqué aujourd'hui, on a des prix de journée, des organisations tarifaires qui diminuent, des augmentations des fluides, du personnel qu'il faut trouver, et on voit bien la difficulté. Quelle réponse on apporte, nous, de notre côté, dans ces missions de transition économique, sociale, environnementale, mais aussi démographique? Nous, on a ouvert un dossier qui s'appelle la Silver Economy, qui nous permet de mettre en perspective un certain nombre de choses. La région, et je sors de la raison pour laquelle je ne pouvais pas être là à l'ouverture du conseil d'administration de l'IHU, et nous avons aussi à l'IHU tout le biocluster qui a été mis en place, et donc des moyens financiers importants qui viennent de l'Europe, des stratégies de biocluster qui sont rentrées dans France 2030. Quel va être le devenir de tout ça, en fait, dans cette stratégie-là? Que ce soit dans le public ou dans le privé, par rapport aux populations dont nous avons la responsabilité en tant que professionnels, par rapport à ces populations dans le cadre du métier que nous faisons. D'abord, en ce qui concerne l'attractivité, qui est un des pôles essentiels dont vous avez parlé, dans l'attractivité, nous consacrons un peu moins d'un tiers, un quart à peu près du budget dans la formation. En ce qui concerne l'écosystème des formations sanitaires et sociales, c'est 19 000 étudiants que nous formons chaque année. Nous avons ouvert, avec le plan Ségur, 1000 places, 1040 places supplémentaires, et nous en ouvrons 1000 places supplémentaires en ce qui concerne les infirmières, les aides-soignantes, les accompagnants éducatifs et sociaux, de façon à former, puisque de toute façon, il en manque, et il faut les former. Et pour les former, il faut les payer. Pour les payer, il faut que je les finance, ou que les finançons avec l'État. Et ça retombe sur des arbitrages financiers de la région pour ces modalités financières. On n'a pas le choix. Et il faut le faire. Parallèlement à ça, dans ces formations d'infirmiers, à la téléconsultation, aux outils d'e-santé, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, au-delà du discours qui m'a été préparé, nous avons besoin d'une stabilité qui est une stabilité entrepreneuriale, donc politique. Et là, on n'est quand même pas dans cette même situation. J'étais donc il y a 2 jours ici avec M. Corsia, que vous avez entendu, et j'ai eu la possibilité de m'exprimer devant les chefs d'entreprise. On est un peu à la croisée du chemin, on a effectivement une clarification qui se fait. Et moi, je suis dans un camp politique, je suis issu du RPR, j'étais ministre avec Jacques Chirac. Je suis président de cette région que j'ai gagnée face au Rassemblement national, avec une addition
de toute une série d'un arc républicain, en fait, des Verts raisonnables, des gens raisonnables en réalité, des Verts raisonnables, un centre-gauche raisonnable et avec une droite plutôt dure d'ailleurs, qui fait en sorte que cette stabilité politique nous amène à avoir une vision, un cap, une évolution qui est aujourd'hui en péril. Je recevrai le Premier ministre vendredi où nous ferons le point en disant mais qu'est-ce qui se passe après en fait pour notre pays? Et quelles sont les conséquences pour nous dans cette région avec tout ce que nous avons essayé de fabriquer depuis que nous sommes au pouvoir, maintenant près de 10 ans, dans un premier temps avec Christian Estrosi et puis un petit septennat avec moi. Nous, globalement, on a démultiplié la recherche des fonds européens. On est passé de 300 millions d'euros avant qu'on arrive au pouvoir. On a, dans la période précédente, à la mandature précédente, 5 milliards d'euros. Là, nous sommes en train de récupérer 10 milliards d'euros de l'Europe. FEDER, FSE, etc., aménagement du territoire, ITER, formation professionnelle. Il va se passer quoi, là, dans ce désastre, désordre, en fonction de ce qui va se passer dans 15 jours, enfin 10 jours, puis la semaine d'après. Parallèlement à ça, j'ai signé un contrat de plan avec l'État de plus de 2,5 milliards d'euros. Nous sommes passés de 2,5 milliards d'euros à plus de 5 milliards d'euros, on l'a doublé, avec des démarches très importantes sur l'aménagement du territoire. Est-ce que ceux qui sont susceptibles, sur mon extrême droite ou sur mon extrême gauche, de renégocier avec moi, le président de région, moi je suis acheté en 2028, avec cette vision de construction de mon territoire, sur la formation, sur le développement, sur l'aménagement du territoire, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Est-ce que les arbitrages qui ont été faits, dans les choix qui ont été faits après des longues discussions avec l'État, qui est quand même souverain, vont être perpétués? Le plan Ségur, l'aménagement des hôpitaux, la construction ici de l'hôpital Lavéran, l'organisation du Marseille en grand, 5 milliards d'euros quand même. Là, je sais pas. Nous avons voté une loi, j'ai fait voter une loi en réalité, qui est la construction de la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. C'est quoi ce truc pour vous les Parisiens ou les autres? C'est globalement comment faire en sorte que nous avons un train tous les quarts d'heure entre Marseille et Nice, avec 3 gares nouvelles, puisque de toute façon on ne peut pas pousser vers la mer, hein, et on ne peut pas pousser derrière, il y a les montagnes. 3,5 milliards d'euros, payés à 40% par l'État, 20% par l'Europe, et le reste les collectivités territoriales dans la région à hauteur de 20%. Quid de cet avenir territorial? Nous sommes en contact aussi sur le Grand Port Maritime et l'aménagement de la zone de Fos. Dans le cadre de France 2030, nous avons récupéré des moyens financiers très importants pour la totalité de cet aménagement du territoire, la livraison d'une ligne à haute tension de 300 000 volts, de façon à ce qu'on puisse installer des entreprises, et il y a près de 10 000 emplois derrière. On va sur la culture maintenant. Nous avons ouvert des scènes nationales, passé des accords pour faire en sorte que les corrigés d'Orange puissent survivre, etc., etc. En ce qui concerne la culture, c'est des dossiers moins importants, mais qui correspondent à notre vie quotidienne dans une destination touristique, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la première destination touristique française. On n'est pas là simplement pour bronzer, on est là aussi pour voir les choses. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc cet univers-là, et des exemples comme ça, je vous en donne un autre. Nous sommes battus pour avoir les Jeux Olympiques 2030, l'hiver. Pourquoi on se bat et on a réussi à avoir ces Jeux Olympiques pour les Alpes françaises, avec mon ami Laurent Wauquiez, où nous avons, dans un premier temps, réussi à rentrer en compétition, puis finalement éliminer les Suisses et les Suédois pour être en finale. Nous avons le soutien du gouvernement, c'est près de 2 milliards d'euros. Et en fait, l'enjeu, c'est quoi? C'est quand même d'essayer de mettre moins de 5 heures pour aller en train à Briançon, quand même. Après 3h30, on ne peut pas y aller. Toutes les routes qui montent là-haut sont toutes bouchées, c'est impossible. C'est l'aménagement du territoire d'un département qui est le plus pauvre de France. Briançon, enfin les Hautes-Alpes. Et donc on se retrouve là, avec ça pendu en l'air, où nous pouvons gâcher cette chance unique d'aménagement du territoire grâce à une vision mondiale que les Alpes du Sud n'ont jamais eue. La décision, elle est là, hein. Soutien du président de la République, soutien du Premier ministre, qu'est-ce qui va se passer demain? La décision, c'est le 20 juillet, juste à la veille des Jeux Olympiques en France. Donc, cette incertitude politique touche directement la totalité de vos salariés, la totalité de vos entreprises, la totalité des hommes politiques
qui, eux, dans leur propre logique mécanique, ont un choix. Choix que, pour ma part, j'assume. Moi, j'aime l'entreprise, je suis issu de l'entreprise. Moi, j'aime le capitalisme, notamment le capitalisme familial, dont nous sommes issus, parce que je crois que c'est essentiel pour la suite, parce qu'on prend en charge et en considération, d'un côté, nos patients, à grande qualité, et en même temps, notre personnel que l'on respecte. On se retrouve dans cet univers-là, et nous avons tous maintenant, nous, tous, ce qui est plus rare, eh bien, un choix à faire. Ben dans ce choix, moi, vous avez compris le mien, hein. Est-ce que c'est le meilleur? Est-ce que c'est pas le meilleur? Enfin, dans un pays où on a la guerre à nos frontières, dans un pays où quand même on est en liberté et libre, l'aventure, je l'aime guère. Et donc, je soutiens avec une très grande détermination votre savoir-faire, votre énergie et vos compétences, et je suis à vos côtés pour vous aider. C'est ce que tu m'as demandé. Je serai là et je resterai à vos côtés. Merci. Merci Renaud Muselier, merci Jean-Christophe.